Raza, sous les couleurs de l'En Avant, vous avez assisté au premier match de Neymar. Ce match-là, et le plus impressionnant, c'est qu'il était même pas à fond. On le sentait qu'il était pas à fond, mais il jouait pas le même football que nous. On s'est assis, après le match, on s'est assis tous dans le vestiaire. Que ce soit, il y avait le président, il y avait le coach. Tout le monde s'est regardé et tout le monde a dit c'est ça le top 3. Il n'y avait rien à faire. Vraiment, il n'y avait rien à faire. Il était au-dessus. On était comme des spectateurs, même si on s'est donné à fond. On était comme des spectateurs, comme des gamins qui le regardaient. Il fait des choses avec le ballon que nous, on ne pouvait pas faire. Il fait des choses que, à un moment donné, on pensait que le jeu était arrêté. Et c'était sur la ligne de touche. Il fait un petit, je crois, un petit sombrero à Lucado. Et comme voilà, j'étais comme un gamin, un peu un spectateur d'ailleurs, j'ai eu un cri. C'est sorti tout seul. J'ai fait ah. Même j'ai vu le coach, lui aussi il a eu une réaction, il s'est fait. Il a fait ah. Et vraiment, on était des gamins, on regardait jouer, il faisait des choses qu'on n'avait jamais vues. C'est un joueur, je suis désolé, mais à la fin du match, tu te dis je paierais pour rejouer contre lui, quoi. Parce que c'est quelque chose. La première de Neymar en Ligue 1, c'était il y a 1 an et demi et c'est raconté par l'ancien Guingampais, Raza Camara. C'était vendredi soir dans le vestiaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans le vestiaire. Merci d'être avec nous sur RMC Sport. Cette belle soirée qui continue. Le vestiaire, c'est l'émission de nos consultants qui en toute intimité réagissent à l'actualité, partagent avec vous leurs anecdotes, leurs secrets de vestiaire. Et ce soir, on accueille Franck Leboeuf. Bonsoir Franck. Bonsoir Sarah. Ça va? Comment ça va Franck? Bon écoutez. Toujours bien. Mais écoutez, on sort d'un week-end. Voilà. Mais c'est ça qui est bien avec vous. Ah non, je suis là, mais je suis là. Vous voyez les habitudes, ça. C'est les habitudes. Juste en face. Vous avez l'habitude, il y a Manu là, mais je sais pas pourquoi. Eh ouais, mais Manu il est pas là aujourd'hui. On va accueillir Monsieur Paolo César. Bonsoir Paolo. Bonsoir Sarah. Paolo. Bonsoir Paolo. Mais face-toi. Vaut mieux s'appeler Paolo César que Franck Leboeuf, ça fait plus classe, je trouve. Ouais. Ça fait classe, ça fait. Il y a quelque chose. Déjà, ça fait technicien déjà. Déjà, ça fait technicien. C'est vrai que ça fait rêver quand on dit Paolo César, ça fait. Ouais. Franck Leboeuf, ça fait un. Bourrin quoi. Ça fait défenseur quoi. On va accueillir Rio Mavouba. Bonsoir Rio. Oh, alors là, ça danse, c'est tout. Non, ça sent mal. Rio Mavouba, c'est bon. Tu peux pas perdre, l'appelle Rio Mavouba. On va accueillir Franck, l'un de vos anciens coéquipiers, justement. Champion du monde 98, champion d'Europe 2000 avec l'équipe de France. À la veille d'un match capital aussi pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il a été champion de France 94, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. C'était en 96 avec le club parisien. Il est depuis l'un des fondateurs au Sénégal, entre autres de l'académie Jambars, aux côtés de Patrick Vieira. Merci d'accueillir monsieur Bernard Lama. Hop, hop, hop. Merci. Oh, bah, Merci. C'est pas la première fois que je t'applaudis. Bonsoir Bernard. Ça va. Bonsoir. Bienvenue dans le vestiaire. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Plaisir. Bernard, on a une petite tradition dans le vestiaire, c'est l'anecdote de vestiaire, ce qui vous a marqué. Est-ce que vous en avez une pour nous? Une discussion. Franck, vous avez bien un souvenir? Non, il y a un vestiaire qui nous a marqué, c'est celui du parc Paris Saint-Germain. Quand on a gagné la Coupe des Coupes en finale, après la finale, on est venu fêter au parc et on était avec Yannick Noah et bon, ça chantait de partout et je me souviens qu'il y avait son gamin, Joachim, et qui devait avoir 11-12 ans et qui était complètement en transe. Il avait 2 boîtes de coca et qui tapait dessus et il chantait yeah. Et j'ai ça en tête parce qu'aujourd'hui, c'est l'actualité au niveau du basket, c'est qu'il reprend enfin ses activités sur le terrain, Joachim. Ouais. Et quand je le vois là en NBA, je repense à ce moment-là. Et puis surtout, ce moment-là, nous avons tous signé dans un coin, sur un mur, sur une partie du mur du vestiaire. Tous les vainqueurs ont signé ou ont laissé un petit message. Et le club a fait en sorte que ce souvenir-là soit toujours là dans le vestiaire actuel, quoi. Wow. Donc, un joli souvenir. Chaque fois qu'on va dans ce vestiaire-là, bon, même s'il est complètement transformé, mais au moins il y a une trace du passé, quoi.
Bon, on va en reparler bien sûr aussi du rôle du père, du papa de Yannick Noah à votre époque dans le vestiaire parisien, Ah ouais, on voit Bernard. toutes les images là. Exactement. Alors avant ça, on va regarder d'autres images. Pour les plus jeunes, Bernard, le gardien que vous étiez, comment est-ce que vous, avec cette tenue qui est mythique, multicolore, comment est-ce que vous décririez, vous, avec le recul, quel gardien vous étiez? Je pense que j'étais un gardien moderne pour cette époque-là. C'est-à-dire que on parle beaucoup du jeu au pied aujourd'hui, mais en fait, moi, j'étais un joueur de football. Quand j'étais gamin, j'étais pas gardien de but. Mais j'étais gardien de but aussi. Parce que quand on joue sur la plage, ceux qui sont là vont pas me démentir, mais il se trouve qu'à certains moments, on est le dernier, on est le goal volant. Et avec mes camarades, il y avait souvent des défis autour du gardien. Il fallait toujours un gardien. Et quand je voulais jouer avec les plus grands, la seule place qu'ils me laissaient, c'était les buts. Donc j'y allais. Mais moi, je voulais devenir Pelé, donc je voulais pas devenir Bernard Lama. On a vu des images, je ne sais pas si tu te rappelles, il n'y a pas longtemps pour les 20 ans, on a vu des images de toi très jeune, juste avant de venir en France. On te voit plonger sans les gants. Exact. C'était ces images-là, enfin, elles sont extraordinaires. T'as quoi, 17 ans, 18 ans? Même pas, j'ai 16 ans. Ouais. Je suis à l'entraînement dans mon club. Quand je vois le short que j'ai et le souvenir que j'ai du sol, je me suis dit, mais comment je faisais à cette époque-là? C'est les seules images qu'on est tout en short. Ouais, en fait. mais c'était justement, donc c'est la période, oui, tu as raison. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre des culottes longues, parce que en Guyane, les terrains n'étaient pas bons. Et c'est la période où ça a basculé pour moi. C'est-à-dire qu'à cette période-là, j'ai eu la chance de jouer, de venir faire la Coupe nationale cadet, d'avoir été repéré et donc d'être sélectionné en équipe de France derrière par Georges Boulogne. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me fixer à ce poste-là, au poste de gardien. En fait, juste Franck, dans cette période-là. Oui. Quel gardien c'était, Bernard? Quel souvenir est-ce que vous en gardez? C'est assez monstrueux. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais moi, j'ai joué contre lui. On a eu la chance de jouer. Enfin, j'ai eu la chance de jouer avec lui, bien sûr en équipe de France. Quand tu as quelqu'un comme Bernard derrière toi, tu te sens à l'aise, quoi. Tu sais que balle au pied et on peut lui filer le ballon. On sait que dans les sorties, il va être présent et il aime anticiper tout ça. C'est un patron. C'est un chat, des ballons que tu vois partir, tu dis aïe aïe aïe, et puis là tu vois le gars aller chercher le ballon qui devait atteindre la toile d'araignée. Voilà, c'est le genre de gars qui a fait évoluer, comme tu disais, parce qu'il était en avance sur son temps, qui a fait évoluer son poste et qui l'a rendu grand. À l'image d'un Joseph-Antoine Bell aussi, à un moment donné. Mais je trouve que, voilà, il y avait quelque chose de majestueux quand on voyait Bernard dans les cages et qui a donné sans doute envie à pas mal de joueurs de devenir gardien de but. Et moi, j'ai apprécié son temps. Alors, beaucoup au PSG. Moi à Brest, on te voyait moins à Brest. Mais on voyait moins. Je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être que tu suivais moins ce football à cette époque-là. Tu étais encore jeune. Comment les images peut-être de Brest? Tu étais encore jeune. J'étais jeune encore. Mais non, parce que Brest justement, non seulement il y avait beaucoup de bons joueurs à cette époque-là, mais aussi on avait fait un début de championnat qui était excellent et donc. Mais qui a ruiné le club? C'est toi par ton salaire ou c'est Ginola? Je veux savoir. Je pencherais plus pour Ginola. Enfin voilà, c'est un très grand gardien. Et je me rends compte que j'ai fait 498 matchs, mais il m'en manque 2. T'aurais pu quand même forcer un peu les choses. Messieurs, l'un a la quarantaine séduisante et une influence sur le vestiaire. L'autre a longtemps incarné l'avenir. Alors si c'est Gianluigi Buffon qui devrait être titulaire demain dans les cages parisiennes à Belgrade, l'alternance se poursuit alors que Thomas Tuchel avait annoncé en début de saison que c'est Alphonse Areola qui serait numéro 1 cette saison. Je vous propose de réécouter l'entraîneur parisien. C'était son premier plateau télé en France et c'était dans Breaking Sport. Est-ce que vous avez choisi votre numéro 1? Vous aviez dit que vous alliez l'annoncer entre Alphonse Areola et Buffon. Vous avez choisi ou pas encore? Also, oui. La décision n'est pas définitive. Mais j'ai dit à Alphonse qu'à mon avis, il était en pole position pour être numéro 1.
En pole position pour être numéro 1, Alphonse Areola. Alors quand on regarde quelques chiffres, messieurs, depuis le début de saison, Areola et Gianluigi Buffon se partagent quand même le temps de jeu dans les buts du Paris Saint-Germain. Areola a profité de la suspension de Buffon pour disputer les 3 premières rencontres de Ligue des Champions. Mais c'est bien l'Italien qui gardait les cages parisiennes pour les chocs contre Naples notamment et la victoire importantissime contre Liverpool. Bernard, la rotation c'est bien, mais est-ce que vous pensez qu'il va falloir qu'il tranche quand même Thomas Tuchel à un moment donné ? Oh, je ne suis pas certain qu'il ait réellement envie de trancher et je pense que sont les circonstances qui le feront éventuellement trancher. Je pense que quand on est dans un club comme le Paris Saint-Germain, quels que soient les grands clubs, il faut au minimum 2 bons joueurs par poste. Donc c'est le cas dans les buts et je pense que je pense que comment dirais-je, là, il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2, quoi, en fait. Il y a 2 numéros 1 et l'entraîneur choisit aux joueurs à s'adapter. On connaît le contexte, on sait que Buffon, il est plus en fin de carrière qu'autre chose, mais c'est un garçon qui peut amener énormément de par son expérience et son leadership. C'est un peu ce qui manque à Areola et c'est ce qu'il a à apprendre de lui et je pense qu'il prend déjà, ça se voit dans sa façon d'évoluer aujourd'hui sur le terrain. Donc je pense qu'ils ont tous les deux à tirer profit de cette situation-là. Toi Bernard, tu l'as déjà vécu cette situation tu en as déjà souffert quand il y a justement une hiérarchie en club, oui, bon, parce qu'à l'époque, quand j'ai démarré, il y avait un gardien titulaire, un remplaçant. Tu allais en 3e division quand tu n'étais pas convoqué. Donc, mais après, une fois que j'ai été titulaire en 1re division, non, j'ai pas vraiment eu ce souci-là. J'ai même anticipé les choses parce qu'au Paris Saint-Germain, à un moment donné, j'avais beaucoup de matchs à jouer. Donc j'étais allé voir Arthur Georges pour lui dire, non seulement j'avais beaucoup de matchs à jouer en club, mais aussi en équipe de France. Et à l'époque, Michel Denisot m'avait demandé de choisir mon remplaçant. Et j'avais choisi Luc Borelli, avec qui on s'entendait très très bien, paix à son âme, parce que c'est un garçon extraordinaire. Et j'étais allé voir Arthur Georges parce que, premièrement, j'avais beaucoup de matchs à jouer. C'était épuisant. Deuxièmement, il y avait Luc qui était là et qui travaillait énormément. En général, le gardien remplaçant travaille plus que le titulaire, surtout en cours de saison. Et je trouvais pas ça normal. Et moi, j'avais été remplaçant aussi. Donc, entre toutes les compétitions, je lui ai dit, moi, je jouerai plus les matchs de coupe et je préfère que Luc joue. Et c'est comme ça qu'en France, l'alternance au niveau des gardiens a commencé à avancer et qu'on a vu des gardiens, les 2e gardiens commencer à jouer en coupe notamment. Pardon Sarah, mais c'est tout toi, dans ta façon de penser, et si un jour tu devais t'occuper d'un club ou des gardiens de but, est-ce que tu définirais une hiérarchie? Parce que tu penses que pour le numéro 1, avoir une stabilité et une confiance de son staff et de l'entraîneur, c'est plus facile. C'est ce qu'on a beaucoup reproché à Unai Emery. Où tu jouerais la concurrence? Le problème, c'est que les saisons précédentes, au PSG, il n'y a pas un gardien qui s'est dégagé, quoi, en fait, et qui a pris la place. Oui. Il y a eu 3 gardiens qui sont passés. Oui. L'Allemand, l'Italien, il y a eu Trapp, mais il y avait Trapp, Sirigu, voilà, qui faisait de bons matchs en championnat, mais qui n'était pas le gardien de niveau international. Et les 2 autres qui sont arrivés derrière, ils ont commis pas mal d'erreurs, de fautes. Donc, ce qui fait que l'entraîneur n'a jamais pu dégager un titulaire. Mais il faut reconnaître que par son non-choix, il a fragilisé aussi les garçons. Là, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Et toi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Est-ce que toi, tu prendrais, peut-être pas dans ce contexte-là, mais, général, tu prendrais un 1-2, tu ferais un 1-2 quand même. Oui et non, je comprends ce choix. On est au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va au bout pratiquement dans toutes les compétitions. Ouais. Excepté l'année dernière avec la Coupe d'Europe, mais ça fait plus les matchs internationaux, ça fait beaucoup de matchs. Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a 2 numéros 1 au Paris Saint-Germain. Ce sont des joueurs avec des styles différents, mais qui apportent tous les 2 à l'équipe. Et je pense que l'entraîneur a raison de ne pas s'en priver. À partir du moment où les garçons, sont avertis, ils savent où ils sont, et ils savent qu'une bêtise ou un but de leur faute ne va pas leur coûter leur place, que c'est pas à ce niveau-là que ça joue. Et je pense que c'est important dans la confiance. C'est plus important dans la confiance des gardiens. C'est quoi l'interférence entre les gardiens, la relation entre les 2 gardiens?
entre par exemple, aujourd'hui, on va parler de PSG, entre Buffon et Areola. C'est quoi le poids que tu penses qu'il peut avoir pour cette décision d'être les deux numéro 1, ou peut-être un joue la coupe, l'autre joue le championnat? L'expérience compte beaucoup. Buffon, c'est un vrai compétiteur. Il a ses qualités, il a ses défauts, mais c'est un vrai compétiteur. Donc, il sera peut-être plus en communion avec l'équipe, étant donné que son vécu est supérieur. On le sent, hein, qu'il parle beaucoup avec les joueurs. Tout ça. Ensuite, techniquement parlant, je pense qu'Areola est meilleur. Il est meilleur au pied, il est meilleur sur les balles aériennes. Je pense que le potentiel est plus du côté d'Areola et l'expérience est du côté de Buffon. L'expérience et le leadership. Donc, et Areola a déjà évolué dans son expérience et dans son jeu. C'est-à-dire que je le vois occuper beaucoup plus la surface. Et il est un peu plus sûr que lui, quoi. Et puis entre-temps, il a joué avec l'équipe de France, il a remporté un titre de champion du monde. Donc, le poids aussi que peut il y avoir arrive. Buffon dans le vestiaire et notamment sur les jeunes. En tout cas, cette alternance est une situation qui ne semble crisper personne, en tout cas officiellement au Paris Saint-Germain. Pourtant, quand la hiérarchie n'est jamais vraiment établie à un poste, quand on est mis en concurrence comme ça en permanence, forcément, c'est la porte ouverte aux tensions aussi. Paolo, pour rester en club à votre époque déjà au Paris Saint-Germain, vous avez été témoin, vous, de la petite guerre que se livrait Jérôme Alonso et Oui, Michael Landreau. parce que là, en fait, c'était Letizia qui a arrêté sa carrière. Il est parti. Et après, Alonso, il pensait qu'il prenait la place de numéro 1. Et là, c'était pas tout à fait le cas. Ils ont recruté Michael Landreau. Et Michael Landreau, au début, ils ont fait des très bonnes prestations. Mais en même temps, quand il a commencé à faire des erreurs assez flagrantes, il y avait cette problématique qu'Alonso, il pensait, parce qu'Alonso, il était très performant pendant les coupes. Donc il s'y préparait beaucoup, il était très performant pendant les coupes. Il y avait cette problématique dans le vestiaire, mais après, c'était le choix du coach. Et après, nous, en tant que joueurs, on n'est pas très proche des gardiens. Quand les gardiens ils vont travailler sur le côté, nous, on fait les séances, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe entre les deux. Parce que c'est pour ça que moi, je pense que la relation entre les deux gardiens, c'est le primordial. Après, pour le choix de coach, tout ce qui vient après, ça va passer de côté par rapport aux relations qu'ils ont entre les deux pendant les séances. Oui, et puis ça dépend comment les choses se passent aussi, hein. Là, on avait donc déjà un Jérôme Alonso qui était déjà en place et qui espérait avoir la place. Et on vient lui mettre Michael Landreau qui a un statut. Donc automatiquement, ils sont face à face, quoi. Ils sont réellement en compétition. Et Alonso est parti à Nantes après, non? Ouais. C'est ça, hein? Je ne sais plus exactement, mais... Après, il y a Landreau aussi qui était en équipe de France. Oui. Donc oui, ça peut être... et le style de jeu aussi, c'était un peu différent, parce que Landreau, il jouait beaucoup avec le pied. Ouais. Il était très performant. Bernard. Voilà, et ce qui était moins le cas de Jérôme. Ouais. Quoi. Pour revenir à vous, en sélection, cette fois en 98, vous êtes le doyen des Bleus et vous voyez débarquer Fabien Barthez qui n'a que 11 sélections, 36 pour vous. Pourtant, il sera numéro 1, il fait partie dès le début des plans d'Emile Jacquet. Un mois de la compétition, vous devez vous résigner et vous contenter d'être la doublure de Barthez pendant le mondial. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Alors comment je l'ai vécu? C'était une année particulière, hein. Donc pendant les 3/4, une bonne moitié de l'année, je n'étais pas sur le terrain. Suite à ma suspension, je suis parti en Angleterre, je suis resté encore 2 mois hors du terrain. C'est plus à ce moment-là que c'était compliqué pour moi. À West Ham À West Ham, parce que je comprenais pas ce qui se passait, quoi, en fait. Et je comprenais pas le discours de Redknapp à l'époque, de l'entraîneur, du manager. Et quand je l'ai compris, j'ai joué tout de suite. Je suis allé régler le problème avec lui, quoi, et je suis rentré sur le terrain. Donc là, ça a plutôt été difficile, oui, parce que c'était pas une situation qui était très juste, parce qu'il m'avait demandé de venir en me disant que je jouerais, et je jouais toujours pas. Donc et là, ça s'est passé quand j'ai discuté avec lui, j'ai compris que c'était l'entraîneur des gardiens qui faisait barrage.
Donc j'ai compris le schéma et je suis allé voir l'entraîneur des gardiens et le match d'après j'étais titulaire, quoi. Parce que moi, comme je lui ai dit, j'ai 35 ans, je suis pas un gamin, je suis un compétiteur, j'ai pas de preuves à faire à l'entraînement, mes preuves c'est sur les matchs, quoi. Et je l'ai démontré lors de la période où j'ai joué là-bas. Alors juste après, vous rejouez sous les couleurs des Hammers et le 27 mai 98, on est à 15 jours du début de la compétition, de la Coupe du Monde donc. À Casablanca, l'équipe de France doit affronter la Belgique et le Maroc. Et c'est là qu'Aimé Jacquet déclare Barthez numéro 1, Bernard Lama numéro 2 et Lionel Charbonnier 3e. Est-ce que vous en avez voulu à ce moment-là à Aimé Jacquet ? Non, je n'ai voulu à personne. Parce que dans une vie, dans une carrière, il y a des événements, il y a des choses qui se passent. À 35 ans, j'étais déjà très content d'être là parce que la Coupe du Monde, c'était mon rêve, c'est ce qui m'avait amené au football. On avait loupé celle d'avant. Et entre-temps, il s'est passé 4 années. Donc celle d'avant, quand on s'est fait éliminer en 93, j'étais dévasté parce que je me voyais pas 4 ans plus loin, quoi. Donc, mais 2 ans avant, vous êtes quand même titulaire avec les Bleus pour l'Euro 96. Demi-finaliste. Oui, mais il y a un enchaînement de choses, de circonstances qui font que je suis pas suffisamment sur le terrain. Et c'est sur le terrain que vous pouvez défendre vos chances. Hein. Donc, y a cette blessure. Je mets quand même une bonne année à récupérer mon intégrité physique aussi. Il y avait tout ça aussi. Hein. Et après, il y a le choix du coach, il y a l'émergence de Fabien et il y a le choix du coach. J'ai pas le choix à ce moment-là. Je sais même pas si c'était 15 jours avant. Je n'avais pas le choix. La situation a été officialisée. Donc je n'avais rien à dire, simplement à accompagner l'équipe et à jouer mon rôle. Mais vous êtes mis un peu en retrait du coup pendant cette Coupe du Monde? Non, pas du tout. Non. J'étais en retrait médiatiquement. D'accord. C'est cette pression, ce contexte médiatique aussi qui était lourd à porter. Il était clair que à partir du moment où j'ai officiellement déclaré être prêt, à accepter la situation, à me préparer au cas où on aurait besoin de moi, ça s'est traduit par des choses plutôt négatives. Donc il était hors de question pour moi de donner, pendant cette période-là, de donner du blé à moudre aux médias, parce que ça aurait pu perturber le groupe, ça n'aurait pas été bon. Et on vous a mis en guerre quand même, ces médias vous parlez quand même des relations tendues avec Fabien Barthez pendant la compétition. Mais ce qui n'est pas vrai. Paradoxal, mais le jour où on m'a annoncé cette décision et qu'elle a été annoncée publiquement, Fabien et moi, après l'entraînement, on s'est retrouvés tout seul dans le vestiaire. Et c'était assez marrant, quoi, parce que... Vous vous êtes dit quoi? Tout le monde, je sais pas comment ça s'est passé, mais tout le monde a disparu, le staff, tout le monde. On s'est retrouvés tous les deux sous la douche, quoi. On a fait exprès, en fait. Ouais, je m'en suis douté un peu. Parce que tout le monde devait être mal à l'aise avec tout ça. Nous, on va y aller. Hein, avec des guerriers. Et puis bon, non, on s'est parlé. Enfin, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Fabien, tu es au courant? Le coach t'a parlé? Oui. Écoute, sache que je suis là. Et si tu as besoin de moi, je suis là. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pendant la compétition, je me suis même fait reprocher, parce qu'entre-temps, j'avais re-signé au Paris Saint-Germain. Je me suis fait reprocher par le président du club à l'époque, qui était Charles Bétry, de trop en faire, parce qu'il m'avait vu échauffer Barthez à Lens. Et après ça, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu en fais trop. J'ai dit non, mais je suis là pour, quoi. Et puis moi, j'en ai besoin aussi, quoi. Donc non, je me suis mis à disposition et de Fabien et du groupe. Alors il y a ce match face au Danemark, au sujet duquel, on va pas se mentir Bernard, on a tout entendu. C'est le 24 juin 98. On est à Gerland, match de phase de poule, match pour la tête du groupe C, pour des Bleus qui sont déjà qualifiés. Et c'est vous qui aurez dû disputer ce match, mais vous auriez refusé. Est-ce que c'est vrai de ne pas avoir voulu jouer ce match? Je n'ai pas refusé. On ne refuse pas une sélection. J'ai décidé en accord avec le coach. Parce que c'est là qu'on a pu discuter. La décision de ne pas être titulaire, je l'ai apprise de la bouche de Philippe Bergerot, pas d'Aimé Jacquet. Donc, et là, j'avais considéré, c'était ça qui m'avait gêné, quoi.
déjà d'une part. Parce que pendant une année, il n'y avait eu aucune discussion entre le coach et moi. Et dans toute cette période à West Ham, où il m'a appelé à un moment donné, il m'appelait tous les lundis pour savoir ce qui se passait. Et je lui expliquais que je comprenais pas trop, que je savais pas trop. À partir du moment où j'ai joué avec West Ham, il n'y a plus de dialogue. Donc, et moi j'avais besoin de ce dialogue-là, donc j'ai parlé avec lui. Et le contexte de l'équipe à ce moment-là faisait qu'il était mieux pour tout le monde que je ne sois pas sur le terrain. Et il y avait trop de tension autour de ce poste-là, quoi, en fait. Et Fabien disputait sa première compétition internationale. Le contexte psychologique d'après-match pouvait être très dangereux. Et avec le coach, enfin, je me suis ouvert au coach et il a compris la décision. Vous refusez pas de jouer un match de Coupe du Monde, ça se refuse pas, quoi. Mais faut être dans l'anticipation, faut analyser. L'objectif, c'était d'être champion du monde. C'était pas que Bernard Lama joue forcément. Encore plus dans ce contexte-là, parce que je pense qu'après match, quel que soit le résultat, ça aurait été encore plus compliqué pour Fabien et pour moi de gérer l'après, quoi. Donc c'était préférable de le laisser continuer. Moi j'étais prêt, j'étais en forme. Je sais pas si Franck il s'en souvient, mais moi je me souviens m'être fait un devoir d'être présent à toutes les séances d'entraînement et d'être performant. Donc et c'est ce que j'avais déclaré au début. Bah voilà, c'est ce que j'avais déclaré. Au début, c'est que je serais prêt au cas où on aura besoin de moi. Mais là, on n'avait pas forcément besoin de moi, quoi. Donc voilà l'histoire. Ça n'a jamais été d'un... Excuse-moi, tu es au courant, toi, de toutes ces histoires ou... Non, pas vraiment. Non ? Non, franchement, non, on n'avait pas... Mais comme disait un peu Paolo, les histoires de gardiens restent des histoires de gardiens. Et nous, il n'y avait pas vraiment un choix. On respectait le choix d'aimer. Mais sincèrement, surtout entre Fabien et Bernard, c'était vraiment un choix d'homme qu'on ne peut pas combattre. C'est le patron, c'est lui qui décide. Mais dire qui était meilleur, c'était impossible pour nous. Bernard aurait joué, ce serait passé aussi bien, de la même manière. Donc, c'était pas un problème pour nous. Et je confirme ce que tu dis, tu as raison. Le coach, il avait 2 numéros 1. Donc voilà, en fait. Et ça ne posait pas de problème que ce soit moi ou que ce soit l'un. Il y a une période... là où il y a vraiment de la compétition en équipe de France, c'est quand j'y suis arrivé et que c'était Bruno Martini qui était le titulaire. Et tous les deux, on est du même âge, on est de la même génération. Et on était en compétition déjà en championnat depuis pas mal d'années, quoi. Donc, et c'est vrai que quand je suis arrivé, c'était Bruno le titulaire. Et j'étais remplaçant. Et après, je suis devenu titulaire. Et c'était moi le titulaire, point barre. Avant, c'était Bruno, point barre. C'est-à-dire que nous, on bossait, et quand on faisait appel à nous, on était présent. Le but, c'était d'être présent au moment clé. Ensuite, j'ai été titulaire pendant plusieurs années. Il y a eu la blessure, la suspension. Fabien est devenu titulaire. Et quand je suis revenu, Fabien était le titulaire. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas vraiment comment dirais-je, de compétition, quoi, ouais, en fait, mais ça existe pas. Enfin, moi, je l'ai connu en équipe de France aussi, où Laurent Blanc, après 93, est pris en grippe par la presse, décide de plus parler et donc n'est même plus appelé en équipe de France. Moi, on me fait venir, je joue, je fais tous les éliminatoires de la qualification pour le championnat d'Europe. Je me blesse lors du dernier match, je crois, de préparation, où juste avant qui donne la liste contre la Belgique. Il rappelle Laurent Blanc, Alain Roche. Et je fais 95. Et 95. Et je fais pas une seconde au championnat d'Europe 96. Voilà, c'est la vie. Et Laurent reprend sa place. Somme toute méritée, parce que c'est un très grand joueur, mais même à Alain Roche, je me passe devant, et bon, oui, je vais jouer même un peu plus, mais voilà, c'est la vie je pense, de nous joueurs, c'est qu'à un moment donné, il y a une blessure qui fait que quelqu'un prend ta place, il est bon, il reste. Vous avez connu ce genre de cas de figure, et puis surtout, quand on dispute des championnats d'Europe ou des Coupes du Monde, on n'a pas l'occasion d'en disputer souvent. Non. Et on veut gagner. Et nous, on avait ce potentiel-là. On savait qu'on avait le potentiel. 96, on fait une demi-finale.
98 on gagne, 2000 on gagne, donc il y avait suffisamment de joueurs, quels que soient ceux qui étaient sur le terrain, il y avait suffisamment de joueurs, il y avait de la concurrence partout. Hein. Moi je me souviens qu'en 98, quand j'étais à Londres, je discutais avec Manu Petit et Patrick Vieira qui savaient même pas s'ils allaient être dans le groupe, quoi. En fait. Il paraît que vous avez convaincu d'ailleurs Christian Carambeu de venir à cette Coupe du Monde, parce que lui non plus sera pas titulaire, mais vous l'avez quand même convaincu, vous Bernard, de rester quand même, de faire partie de cette aventure. Oui, plus de rester que de venir. Il était déjà là, il était déjà dans le groupe, mais 98, Christian est en révolte intérieurement. Il apprend en 98 que ses grands-parents étaient exposés comme des animaux, quoi, en fait, à l'expo universelle, à la Porte Dorée. Donc son instinct kanak là est ressorti à ce moment-là. Il est titulaire au Real de Madrid, il gagne la Champions League, mais il voit qu'il va pas être titulaire, quoi. Et il est frustré, quoi, en fait. Donc il vient s'en ouvrir à moi et je discute avec lui. Je lui dis non, ton analyse n'est pas la bonne parce que on ne peut pas gagner la Coupe du Monde avec 11 joueurs. Il faut un groupe, et il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit performant et tu vas jouer parce que c'est comme ça, quoi. Tu vas jouer. Et finalement, il était titulaire en finale, quoi. Il est resté et de fil en aiguille, il est rentré dans l'équipe au fur et à mesure. Rio, vous avez connu ce genre de cas de figure, vous, en club ou même en équipe de France, vous arrivez un peu sur la pointe des pieds aussi. Comment ça se passe ? Non, personnellement, non, j'ai pas vécu ça, mais j'ai vu cette concurrence des gardiens, notamment à Lille, quand on s'est retrouvé avec Enyama et Michael Landreau. Ça a été très compliqué aussi, parce que c'était deux très grands gardiens, et Enyama, c'est vrai qu'on le connaissait moins, mais tout de suite, aux premiers entraînements, on a vu le potentiel du mec, et on se disait, mais il a rien à faire sur le banc de touche, et du coup, il a même été prêté, parce que ça a créé des tensions entre les deux. Là, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas d'alchimie, comme tu dis, entre les deux gardiens. Ça a été très compliqué. Et après, j'ai vu aussi, mine de rien, ce duel à distance un peu entre Steve Mandanda et Hugo Lloris, depuis les espoirs. J'ai vu un peu la révolution. Et c'est vrai qu'à la base, c'était Mandanda qui était devant. Et Hugo qui était vraiment derrière, arrivé sur la pointe des pieds. Puis il a su, comme tu dis, avec les événements, les blessures, il est repassé devant. Les erreurs aussi. Il est repassé devant, mais plutôt sereinement, en bon état d'esprit entre les deux. C'était pas une guerre. Oui, et puis à un moment donné, le coach, quand il a fait un choix, il a fait un choix. Donc on n'a que le côté sportif réellement pour faire changer le coach. Ça sert à rien de parler. Donc c'est sur le terrain que ça se passe. Franck, je vais vous laisser la parole puisque c'est l'heure du face-à-face. Vous avez quelques questions à poser à votre ancien coéquipier. Vous êtes tous les deux désormais. On va vous laisser les yeux dans Francky. C'est parti. Vous sortez, s'il vous plaît. Hein. Ah bon, en plus, on dégage. On va les laisser tous les deux. Vous mettre en face mettez-vous en face de Bernard. Allez. Ah ouais. Ah mon Bernard, tu sais que tu croyais t'en sortir comme ça. Mais... Moi, je te connais bien. Les gens, je pense, te connaissent bien. C'est quelqu'un d'affirmé, qui a eu toujours un grand caractère. Je ne parle pas de bon ou de mauvais caractère, mais un grand caractère. Il était souvent exprimé dans les médias. Mais il y a un article qui est paru dans SoFoot, où je t'avais trouvé très, très sec, très dur. Alors, je voulais savoir si c'était parce que les mots avaient été... Parce que quelquefois, un journaliste entend des choses, mais les comprend différemment. Mais il y avait eu beaucoup de propos sur Fabien, sur Luis Fernandez ou sur Simeone. Je voulais savoir si c'est des mots que tu confirmes ou c'est quelque chose qui a été transformé. L'entretien a duré au moins 4 heures. Ouais. Et il a été résumé à ce qui a été lu. D'accord. Parce que, est-ce que je sais pas, si regarde, on parle de Fabien... Si je dois revenir, ça mettra trop de temps à revenir. Les mots ont été sortis un peu du contexte. Quand on te pose une question plus large, tu vas dans l'explication élargie des choses et on te résume à ça. Donc c'est vrai que c'était pas bon. Donc si j'ai vexé des gens, offensé des gens, je m'en excuse et c'est ce qui a été fait aussi. Mais voilà, les choses étaient dans un contexte. Donc
à cette époque-là, ça servait à rien pour moi de revenir là-dessus. Mais non, mais ceci, mais cela. Non, le journaliste, il sait très bien ce qu'il a fait. J'aurais dû vérifier cette interview. Mon adresse mail a été hackée à ce moment-là. Tu as peut-être dû même recevoir à un moment donné un message à l'aide, un truc comme ça. Oui, c'est ça. J'ai eu plusieurs retours par rapport à ça. Donc t'en veux à SoFoot? Non, à l'époque, peut-être. Non, j'en veux pas à SoFoot. Par contre, ils m'ont plus jamais entendu. Oui. Parce que je pense qu'ils n'ont pas retranscrit fidèlement l'esprit de l'article, enfin de la conversation. Des mots, des parties ont été prises pour... Ouais. Bon. Et donc, ça fait ressortir le mec aigri, le mec qui critique de tout. Bon. Oui, bien sûr. Non, bien évidemment. Pas dans ton sens. Bien évidemment que c'était pas ça. Mais en général, je vérifie mes articles depuis très longtemps. Et celui-là, je n'ai pas pu le vérifier, quoi. Sinon, ça ne serait jamais sorti sous cette forme-là, quoi. J'ai trouvé tes explications sur la Coupe du Monde intéressantes, je les avais déjà entendues, et sur ta position par rapport à Fabien, par rapport à Aimé, par rapport aux obligations que tu t'étais imposées. Lionel a avoué dans le vestiaire, je crois, qu'il était content d'être champion du monde, mais qu'il ne se sentait pas vraiment champion du monde parce qu'il n'avait pas fait une minute ou une seconde sur le terrain. Est-ce que toi, tu te sens complètement investi dans ce titre de champion du monde, ou est-ce que tu as, on va dire, une part de regret de ne pas maintenant avoir fait peut-être ce 3e match pour vraiment te considérer comme champion du monde? J'ai toujours dit qu'être un champion, c'est pas forcément toujours ce que l'on pense. Et être un champion, c'est parfois savoir accepter certaines choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu jouer ce 3e match-là. Si j'avais joué ce 3e match-là, j'aurais pensé qu'à ma personne. Et je n'étais pas dans cet état d'esprit-là, en fait. Donc premièrement, j'ai pas de regrets. Parce que c'est une décision mûrement réfléchie. C'est pas, comme je l'ai dit, hein, le but c'était d'être champion du monde. Donc quand tu me poses la question, est-ce que je me sens champion du monde? Tu es champion du monde. Tu le sais très bien, ce que je faisais, le travail que je pouvais faire dans le vestiaire, en dehors du vestiaire même, dans les chambres et bien tout sûr. ça. Et je veux que les gens l'entendent, c'est pour ça que je pose la question. J'étais le grand frère. Dans cette équipe championne du monde, il y a 16 joueurs qui viennent de régions différentes, voire de continents différents. J'étais le lien un peu de tout ça. Quand on parle de Christian, quand on parle de Lilian, quand on parle de Jojo, quand on parle de Marcel, cette période-là où je me suis rapproché aussi de Marcel, où je dirais presque son africanité est ressortie un peu plus aussi et que nos relations se sont beaucoup plus nouées. Donc j'avais ce rôle-là aussi. Gagner une Coupe du Monde, c'est pas seulement aller sur le terrain, c'est ce qui se passe autour. Tu l'as vécu, tu sais très bien qu'on depuis 96, on se tapait des heures et des heures à jouer aux cartes ensemble dans les bus, à droite à gauche, et que pour arriver loin et pour aller loin dans une Qu'est-ce qu'il fout là, on était jeunes, petit, mais Manu, il y a que la couleur qui différencie, mais intérieurement, voilà, bon, quand moi, c'est ce rôle-là que j'avais aussi. C'est cette africanité dont tu parles, cette forme de communautarisme que peut-être tu essayais de protéger par rapport à une éducation ou une culture. Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu te revenir en pleine figure si on n'avait pas gagné? Alors, tu as dit un mot là qui te dérange, la communautarisme. Il s'agissait pas de communautarisme, il s'agissait d'une bande de copains. Et il se trouve que ces copains-là, en ayant des origines diverses, d'accord? Oui. Parce que la Martinique, c'est pas la Guyane, c'est pas la Guadeloupe, c'est pas le nord de la France pour Manu, c'est pas les origines de Yuri, ce sont pas tes origines. Non. Mais il y a un point commun qui est ce ballon, qui est cette ambition d'aller chercher le Graal, et que pour ça, souviens-toi que à cette période-là, nous avons fait évoluer aussi les choses au niveau des repas. Souviens-toi que on avait besoin. Toi, tu t'en es peut-être pas rendu compte,
Mais à moi, à un certain moment, au bout d'un moment, je devenais anorexique parce que je n'arrivais plus à ingérer ce qu'on nous proposait. Et que quand j'avais pas mon poulet boucané, j'avais pas les saveurs et tout ça. Donc, tu as bien vu que j'en ramenais et que je partageais et que ça nous a permis de découvrir, que ça a permis de faire évoluer l'alimentation en équipe de France, parce qu'il y a un cuistot italien qui est arrivé à un moment donné aussi, et qu'on a pu, parce que ben voilà, vivre mieux. L'objectif, c'était qu'on vive bien aussi, de façon à pouvoir aller bien jouer. Donc, étant le plus âgé et étant souvent été capitaine d'équipe, vous savez qu'il y a les victoires, elles se gagnent pas forcément toujours sur le terrain. Les victoires, elles se préparent avant. Donc, moi, j'avais ce recul-là. En fait, cette période-là, je pouvais avoir ce recul-là. J'étais à un stade de ma carrière aussi où je pouvais avoir ce recul-là et où je devais l'avoir parce que sinon, bah, je pense qu'on aurait très très mal vécu les choses, quoi. Bah voilà. Et les choses sont dites. Je te remercie. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Merci pour ta carrière. Tous les deux. Merci d'avoir été mon partenaire. Rio et Paolo, vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez revenir là, les autres là. Allez, bon, ça y est, on a fini avec les ça va Bernard? C'est bon, il t'a pas les confidences là. C'est bon Bernard, il t'a pas. Il a essayé, mais il a eu du mal quand même. C'est très bizarre quand même parce bien que sorti là. il y a quand même 3 Américains du Sud là. Parce que bon, là c'est sûr, hein, le Guyane. Non, il y a 2 Américains du Sud. Non, arrête, t'appelles Rio, t'es Américain du Sud. Il s'appelle Rio, en plus c'est vrai. Ah bah attends, t'es obligé d'être. Il s'appelle Rio, ouais, c'est vrai. Fjord. C'est vrai. T'es norvégien, mais il s'appelle Rio. Messieurs, dans l'actu ce week-end aussi, actu un peu plus morose. L'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, aurait été victime d'insultes lors de la défaite des Sky Blues. C'était sur la pelouse de Chelsea samedi. Une enquête a été ouverte par la police de Londres et la FA, la fédération anglaise. Une occasion aussi pour Raheem Sterling d'accuser dimanche les journaux britanniques d'alimenter le racisme par leur manière de parler, selon lui, des footballeurs noirs. Le racisme, Bernard, c'est aussi l'un de vos grands combats. Vous en parliez un petit peu avec Franck, mais c'est l'un de vos grands combats que vous avez mené aussi avec Lilian Thuram. Vous, symbole de cette génération, au travers de ce slogan aussi, Black Blanc Beurre, qui a eu Coupe du Monde, qui a eu des répercussions sociétales à travers ça. Vous avez fait passer un message. Avec le recul, est-ce que vous diriez que c'était illusoire tout ça en 98? Non, c'était pas illusoire. C'était simplement le Black Blanc Beurre, c'est une représentation, une courte représentation de ce qu'était la société et ce qu'est la société française. Elle n'est pas toute blanche, elle n'est pas toute noire, elle n'est pas toute beurre, elle est tout ça en même temps. Et je pense qu'à cette époque-là, si le pouvoir politique avait saisi l'opportunité, je pense qu'on aurait un petit peu moins de dégâts dans les rues de Paris et des autres villes en France aujourd'hui. Je pense que le sport est l'un des meilleurs facteurs d'intégration qu'il puisse avoir aujourd'hui et qu'il est très très mal utilisé ici en France. Est-ce qu'on peut remettre l'image? Moi, j'ai parlé en tant que blanc de ce qui arrive. Et moi, j'ai connu ça avec Strasbourg. Où j'étais à Strasbourg, je jouais avec Martin Djetou, Olivier Dacour, qui avait 18 et 19 ans, où j'entendais des bruits de singes dans les tribunes pour insulter des joueurs adverses qui étaient noirs, alors qu'on avait 2 noirs. Les 4 mecs blancs, là, bon, je sais pas le noir ce qu'il est en train de lui dire, mais les 4 mecs blancs, il n'y a plus rien à faire pour eux. Il n'y a plus rien à faire. Pour moi, c'est dans l'éducation des... Non, mais c'est vrai. C'est pas un mec plus de stade à vie, de toute façon. Ouais, mais un mec qui est raciste, je parle des supporters de Chelsea, mais peu importe, mais un mec qui est raciste à cet âge-là, on va pas le convaincre que ça doit changer. C'est fini pour lui. Je pense que c'est chez les enfants, l'éducation des enfants, et vous avez beaucoup travaillé sur ça. Lilian, je le vois, le fait énormément. Il n'y a que comme ça. Moi, j'ai eu la chance de voyager, de vivre en Angleterre, de vivre au Qatar, de vivre aux États-Unis. Mes enfants n'ont aucun problème avec le métissage ou le mélange des couleurs, parce que c'est normal. C'est juste normal. C'est un problème éducatif. C'est un problème d'ouvrir les yeux et les oreilles aux gens pour qu'ils voient et qu'ils entendent ce qui se passe. Le Brésil est quand même le plus beau pays du métissage. Je pense que c'est extraordinaire. Et pourtant, ils viennent de voter pour un extrémiste. Donc voilà, il y a un gros problème dans le monde. Je suis peut-être le moins bien pour en parler. Je trouve ça très dommageable, mais je pense que c'est une question d'éducation. Rio, quand vous voyez ce qui s'est passé ce week-end avec Raheem Sterling, on est en 2018. Est-ce que vous, il y a quelques années, alors que vous fouliez encore les pelouses, ça vous est arrivé aussi
en France, comme à Prague ou ailleurs? Déjà, c'est choquant parce que on peut pas se mettre. Moi, personnellement, j'arrive pas à me mettre dans la tête de ces gens-là. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et évidemment, oui, je l'ai vécu, mais ce qui rend fou presque, c'est que c'est pas nouveau. Je crois qu'à Paris, il y avait eu des morts à cause du racisme autour du stade. Enfin, voilà, je trouve qu'on en T'as subi ça? T'as subi ça? Oui, j'ai subi ça à Prague. Ouais. À Prague, après une victoire, c'était la deuxième journée. Et je sais pas, on gagne, et tu sais, les mecs, ils vont taper dans les mains des joueurs. Donc nous, on suit le mouvement, on débute, et là, tu vois des mains qui se retirent. Et là, la première, tu sais pas, tu comprends pas. Ah ouais. Mais il y a eu 300 mains, il y a eu 5-6 mecs qui ont retiré leurs mains. Alors moi, j'étais le premier noir de la file, ou joueur étranger. Puis j'attends les autres, je leur demande, ils disent ouais, moi aussi. Et après, depuis ce jour-là, nous, on n'a plus jamais fait le protocole. Et toi, Paolo, t'as connu ça, toi? Non, j'ai pas connu ça. Après, moi, j'ai connu des insultes des joueurs. Bah, bon, à mon époque, avant, il y avait des insultes des joueurs. Par rapport à ça, il y a aussi un gros défenseur qui a joué en Italie, Antonio Carlos, qui a fait un insulte. Il était un blanc. Et en fait, c'est la même tête que toi, un blanc, qui a fait une erreur, qui a insulté un noir pendant le match. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il est entraîneur. Il paye les comptes jusqu'à aujourd'hui au Brésil, à cause de ça. En fait, il a insulté, il a fait un geste comme ça. Oh. Et là, il paye les comptes jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, c'était le moment, comme il parle là, aujourd'hui, quand il parle, il dit c'était le moment que j'étais chaud. C'était le moment que lui, il m'a insulté aussi, mais personne n'a vu. Et c'était un imbru pendant le match. Et là, c'est le moment, j'ai tombé sur le mauvais moment. Il y avait la caméra sur moi, et moi, j'ai fait le geste. Mais il n'est pas du tout raciste. Il est pas du tout. Après, il va payer les comptes jusqu'à sa vie. Je suis pas raciste, je vais pas traiter quelqu'un de sale noir, même si je suis énervé, quoi. Je veux dire, ça me vient pas. Pendant les matchs, avant, on a discuté avant. Pendant les matchs, avant, il y avait des choses incroyables. Oui. Aujourd'hui, sous le terrain, il y a beaucoup plus de respect qu'avant. Oui, je pense. Vous avez été victime de racisme directement, Bernard? Ah ben les pots de banane, je les ai reçus. Hein. Ouais. Bon, en plus, moi, j'ai été le premier gardien noir du championnat de France. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'en ai beaucoup entendu. Mais ça a toujours été un élément chez moi de motivation. Sur le terrain déjà, et en dehors du terrain. Sur le terrain, à partir du moment où on m'insultait, quelle que soit l'insulte, parce que c'est pas toujours les insultes n'étaient pas toujours liées à la couleur de notre peau. Hein. Donc quand on se fait traiter d'enculé pendant tout le match, dès qu'on touche un ballon ou tout ça, c'est pas très agréable. Par contre, c'était une motivation extraordinaire pour moi, quoi. Donc alors là, ça donnait faim. Il fallait venir m'en marquer un derrière. Après, non, la motivation, ça a été aussi, comme l'a dit Franck, de travailler sur l'éducation, sur le partage et de plus en plus sur le savoir-vivre ensemble. Je disais tout à l'heure, la population française, elle est métisse, qu'on le veuille ou non. Et donc automatiquement, dans toutes les familles, on est confronté à ça. Donc après, il y a la souffrance des gens qui est exploitée politiquement, quoi, et par les partis politiques. Donc oui, on va stigmatiser plus un tel ou telle communauté plus que d'autres. Mais je crois que l'essentiel, c'est de savoir éduquer nos enfants, de leur donner, de transmettre une idée de partage et de cohabitation, parce que de toutes les façons, le monde est multicolore, quoi. Alors, vous aviez... C'est juste à revenir à la jeunesse du monde, hein, ça revient de tout, ça, t'as tout compris, c'est fini, l'histoire est terminée. Surtout... Ouais, non, elle n'est pas terminée. À ce moment-là, elle serait à réécrire, quoi. Elle serait à réécrire. Après, on voit aussi par rapport à l'éducation, on voit que pendant ces images de le match là, il y avait 7 mecs qui ont sauté au lieu de... Il y avait combien de personnes dans le stade, combien de personnes autour de ces mecs-là? Il y avait seulement 7 personnes qui insultaient. Et comme tu l'as dit, avec les réseaux maintenant, avec les images et tout ça, ce genre de choses-là ne passe plus. Ça se voit. De toute façon, sur les réseaux sociaux. Ça se voit. Bernard, le 15 mars 1995, on a vu quelques images tout à l'heure. Le Paris Saint-Germain, avec à sa tête Luis Fernandez, terrassait le FC Barcelone de Johan Cruyff en quart de finale de la Ligue des Champions. Un Barça champion d'Europe 92,
À l'aller au Camp Nou, les Parisiens décrochaient le nul. Au retour, Paris touche 3 fois les montants en première période. C'est Barcelone qui ouvre le score par Baquero juste après la pause. Mais Rail et puis le sauveur Vincent Guérin. On est à 0-1 là, quoi. Quand je sors cette balle-là, quoi. Et oui, je vous écoute. Non, c'est Vincent Guérin, le sauveur, qui va renverser la tendance. Cette scène est extraordinaire. On se demande où est le ballon par moment. Ça parle dans tous les sens. Vous faites cette sortie alors que quand même, Bernard, on va rappeler que vous aviez 2 doigts luxés pour ce match. Oui, au match aller surtout. Enfin oui, depuis cette période. J'avais les 2 pouces, pas n'importe quel doigt, les 2 pouces luxés. Et 2 jours avant le match aller, il y a Pascal Nouma, j'étais assis ici par terre et il me tend la main pour me relever. Et au moment, pam, j'ai sa main qui me rentre dans le pouce, qui se luxe de nouveau 2 jours avant le match, quoi. Alors j'ai poussé un cri qui a glacé tout le monde. Et j'étais incapable de capter un ballon lors de ce match-là, ouais, effectivement. Bravo. Et d'où le but que je prends sur une balle anodine à ras de terre. Je cherche à protéger mes doigts, donc à ramener le ballon sur ma poitrine et je la passe sous mon buste et il y a but. Donc beaucoup de gens ne le savaient pas, mais effectivement, j'avais ces blessures-là. Alors messieurs, mardi soir, les Parisiens vont découvrir l'enfer du Maracana, le stade de l'Étoile Rouge. 55 000 spectateurs chauffés à blanc, un stade devenu légende du football serbe. C'est d'abord ce bruit qui monte dès le tunnel, un bruit capable de déstabiliser les plus grands joueurs. On y a consacré un sujet dans l'enfer du Maracana de Belgrade. Je vous propose de regarder un extrait, c'est signé Reda Emrabit. Des supporters survoltés, surveillés aussi. La sécurité omniprésente aux abords, dans le stade même, et notamment dans ce fameux tunnel qu'empruntent les joueurs pour arriver sur la pelouse. Passage de l'UEFA oblige, le voici repeint entièrement, parce qu'avant, c'était autre chose. Depuis qu'on s'est qualifié en Coupe d'Europe, le tunnel a été refait. Ils ont remis tout le synthétique tout le long du tunnel et ils ont repeint les murs. Et c'est obligé. C'est obligé parce que ça faisait peur aux équipes adverses. To ne može da se shvati I ne može da se plati. Opet citiram jednu rečenicu, to je jedan stih iz pesme. To mora da se osjeti, da se dođe kad je pun stadion, kada navijači iznad vas skaču, pevaju, a vi prolazite ovdje kroz tunel. Samo se osjeti strah kada pogledamo protivnike, a mi puni samopouzdanja izađemo na teren I to je naša velika prednost kada igramo kod kuće. Étoile Rouge de Belgrade, Paris Saint-Germain, rencontre à suivre demain 21h en direct et en exclusivité sur RMC Sport. Bernard, un petit prono? Ouais, moi j'aimerais bien voir le PSG gagner, hein. De toute façon c'est clair. Hein. Donc, et il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne pour s'assurer la qualification. Je pense que c'est une ambiance qui va leur convenir parce que on a beaucoup de Brésiliens chez nous, donc le vrai Maracana ils le connaissent, ils connaissent le Pacaembu à São Paulo, ils connaissent des stades où il y a bien plus de monde que ça et où c'est bien chaud. On l'a vu avec Boca Juniors et River Plate dernièrement. L'Amérique du Sud n'a rien à envier à ça. Et puis en tant que joueur, enfin moi en tous les cas, moi je préférais jouer dans des ambiances comme ça que dans des stades devant des stades vides où il fait moins de 10 degrés. Où là on est transcendé. La peur, elle est quelle que soit, elle est toujours présente avant. C'est pas de la peur d'ailleurs quoi. C'est simplement l'anxiété que l'on a de démarrer quoi. En fait, parce qu'on s'est préparé pour ça. On n'a pas peur, on est prêt. Et après, ben voilà, les circonstances du match font que. Mais il n'y a pas un footballeur qui n'aimerait pas jouer dans une ambiance comme ça. Hein. Même pas peur, Thiago Silva, Neymar ou Marquinhos du Maracana de Belgrade. Eh bien, rendez-vous demain, 21h sur RMC Sport. Merci beaucoup, Bernard, d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous, merci de l'invitation. On vous souhaite bon courage pour la suite, l'académie, Jean Bars notamment au Sénégal, et puis l'accès à l'eau potable aussi en Guyane, pour laquelle vous œuvrez beaucoup. On vous souhaite bon courage. Là, je vais modifier. Là, attention, c'est pas du tout l'accès à l'eau potable. Moi, je travaille dans un autre domaine qui est l'embouteillage d'eau, quoi. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas exactement la même chose. Ben, merci beaucoup en tout cas. Bon courage pour la suite de vos projets. Merci. Nous, on se retrouve vendredi, 22h45, dans le vestiaire. D'ici là, bonne soirée à tous.